Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Démocris, notre chaîne qui interroge le pouvoir, les systèmes et les futurs possibles. Aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental et très important avec un invité spécial. Le thème, c'est Capitalocène, Homo economicus, comment les États africains peuvent se réapproprier leur avenir. Et c'est un sujet qui est d'actualité, qui est très brûlant et l'invité se donnera le plaisir et le temps nécessaire de vous expliquer les concepts, leur origine, et essayer de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il entend par ça et comment l'Afrique, à partir des cas spécifiques contemporains, peut justement repenser et redéfinir son avenir. Aujourd'hui, nous recevons Gabriel Combasséré, qui est doctorant en études littéraires à l'Université de Berlin. Bienvenue, Monsieur Gabriel, sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Monsieur Piga. Je suis ici à Berlin depuis quelques temps, et donc 2 ans déjà, et où je fais mon doctorat. Alors, je suis beaucoup sur la question littéraire, mais la question aussi de l'esthétique des pièces de théâtre qui ont été jouées dans les années 60 sur la question de la lutte anti-coloniale et la lutte anti-impérialiste, notamment d'un auteur très connu mondialement, Peter Weiss, qui est d'ailleurs lui qui a écrit L'esthétique de la résistance. Il écrit sur le tiers-monde et il prend une position très critique déjà dans les années 60, dans les années 67, ici en Europe, contre le discours que les gens tenaient contre le tiers-monde, sur le tiers-monde. Et il disait même que c'était le monde le plus important. Le monde le plus important, mais il ne donnait pas une autre définition, et parce qu'il n'aimait même pas le concept de tiers-monde. Il n'aimait pas aussi le concept de monde, comment on appelle, de pays sous-développés. Mais il n'avait pas de concept lui-même à proposer pour ces pays-là. Il fait partie des auteurs que j'analyse pour les années 60, mais après, il y a quand même actuellement, hein, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'on a tendance à voir les acteurs politiques en haut, on a tendance à voir l'élite politique en haut, en oubliant qu'il y a des artistes, peut-être même avant eux, qui avaient commencé une lutte très, très engagée sur ces questions soit anti-colonialistes, anti-impérialistes, voilà, ou aussi qui projetaient aussi un avenir pour l'Afrique, qui allait prendre en compte aussi les rapports avec le monde, qui allait prendre en compte aussi une symbiose avec le monde, pour que au moins on puisse avoir un dynamisme démocratique mondial qui pourrait être basé sur le respect mutuel, sur le respect des clauses, sur le respect des droits de l'homme, sur le respect des droits des peuples. Donc, en fait, votre regard, il se porte justement sur le rôle justement des artistes dans Tout cette... à fait. Tout à fait. Le rôle de l'esthétique dans tout ça, le rôle du théâtre dans tout ça. Et comme le théâtre aujourd'hui, le théâtre surtout contemporain, ce qu'on appelle le théâtre post-dramatique, il n'est pas basé sur les textes seulement. Il est basé aussi sur tout ce qui est représentatif, tout ce qui peut être sur scène. On peut avoir un film sur scène, on peut avoir de la danse sur scène, on peut avoir de la musique sur scène, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir sur scène. Donc, le théâtre post-dramatique, c'est-à-dire, comme le mot l'indique, ça veut dire qu'on est au-delà du drame. Voilà. Exact. Ça, c'est très important. Et donc, même si vous dites que le drame, d'un point de vue théâtral, est à différencier dans une certaine mesure du drame que nous vivons dans la vie réelle, d'une certaine manière. Mais je sais justement que le drame qui vit l'Afrique aujourd'hui, le monde entier, est justement ce qui vous amène justement à porter un regard, n'est-ce pas, esthétique sur la question avec justement le thème capitalocène et comment est-ce que l'Afrique peut sortir justement de cette situation-là. Donc, pour revenir justement au sujet, et puis avec cette belle introduction justement à travers votre art et votre travail, dites-nous concrètement comment nous, on doit comprendre le concept de capitalocène tel que vous le définissiez et comment est-ce qu'on peut le mettre en perspective avec la situation actuelle justement des pays africains. Le concept de capitalocène, je ne veux pas que les gens aient peur du concept. C'est d'ailleurs un mot composé de capital et l'ocène. Hein. Capital, c'est depuis Marx, on a le capital qu'il a écrit, qui parle un peu de l'humain et dans la production. Et Marx a tenté de trouver un dialogue entre la production de l'humain, c'est-à-dire du travail, et, et l'économie. Il a voulu lier ces deux aspects-là. Et donc, le capitalocène, c'est quand même
l'humain dans le monde, hein, le monde de l'économie, du monde capital. Mais l'humain qui, à partir de sa centralité, il se met au centre dans ce monde capital-là. Et quand il se met au centre dans ce monde capital ou capitaliste, il va aller vers les autres non-humains et il va aller puiser toutes les ressources de ces autres-là non-humains juste pour lui sa survie. Et on est dans ce conflit entre l'humain et les ressources. Ça peut être le coltan. Derrière, c'est un film qui a été réalisé au Congo et qui parle du coltan. Comment est-ce que tout ce qu'on on tient comme électronique, vient du Congo. Et il faut toujours puiser ces ressources-là. Il faut toujours aller vers ces ressources pour qu'on puisse générer des avoirs, des revenus. Donc, en fait, c'est ça le capitalocène, qui est un concept qui est né vraiment très, très, très récemment. Donc, en fait, le capitalocène, c'est un peu l'homme qui exploite la nature pour justement, pour ses propres besoins et parfois au détriment justement de la nature. C'est un peu ça, pour résumer pour nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. L'homme qui exploite la nature et pour ses propres besoins. Mais c'est l'exploitation abusive de la nature, avec les drames qui vont avec les guerres qui vont avec. Parce qu'il y a des résistances. Ça peut être des résistances de la nature elle-même, ça peut être aussi des résistances des gens qu'on y trouve et qui veulent aussi garder ce qu'ils possèdent. Donc, ça envoie aussi des conflits entre ceux qui veulent exploiter et ceux qui veulent et ceux qui sont exploités. Régis Debray qui en parle beaucoup, il parle du fait qu'aujourd'hui, même en politique, les actions sont motivées par l'économie. C'est l'économie qui gère le domaine politique, en fait. Et Régis Debray, il en parle beaucoup. Okay. Il est parti de la crise communiste dans laquelle il était. Il était communiste avec beaucoup de... il était proche de Che Guevara. Il a été arrêté en Bolivie avec Che Guevara. Et comme Che Guevara a été tué, et ils étaient en prison. Et donc, lui, après, on va le lire. Bon, c'est la petite histoire pour dire qui a développé beaucoup ce concept-là dans ses écrits. Vraiment, c'est Régis Debray. Mais je pense que c'est très intéressant de faire ce lien, justement, parce que et puis cette nuance entre le fait que l'individu peut rechercher de manière rationnelle son bien-être économique, mais en même temps, ce n'est pas forcément que cela va aller vers le capitalisme, l'exploitation abusive, n'est-ce pas? C'est très important comme contexte. Et moi, je veux maintenant poser la question pour revenir justement à la question de l'Afrique. Quelle est la place de l'Afrique justement dans cette question que vous avez abordée, le capitalocène et le mot économique? Quel est votre regard par rapport à cette question? Très bonne question, parce qu'après les indépendances, l'Afrique cherche à voir et avec des unions. L'Afrique a eu toujours le besoin aussi d'être indépendant en matière de matières premières, par exemple. Parce que l'Afrique est le continent le plus fournisseur en matière de matières premières, que ce soit les matières minières ou les matières agricoles qui sont toujours exportées. Donc, l'Afrique, dans ce capitalocène ou dans ce homo economicus, est à la phase toujours primaire, parce qu'on parle de secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Mais l'Afrique est toujours dans la phase primaire. Il y a des évolutions qui se passent, certainement. Il y a déjà des projets qui se passent en Afrique qui sont souvent à titre individuel avec des acteurs économiques qui arrivent à s'en sortir. Mais toujours est-il qu'on est représenté à moins de 1% de la production manufacturée du monde. On prend le Congo, par exemple, qui produit beaucoup de matières, que ce soit le coltan, que ce soit le cobalt, que le zinc et tout, mais qui sont en guerre et dont les matières sont utilisées dans les Tesla aujourd'hui, dans les appareils que nous utilisons tous les jours. Et qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? C'est la crise démocratique. Moi, je dirais comme ça parce que l'Afrique a toujours été bouleversée démocratiquement. Toujours été bouleversée démocratiquement. On prend le cas du Congo, on sait comment ça s'est passé depuis Lumumba, son assassinat. Il y a toujours des gens qui vont venir et qui ne vont pas durer au pouvoir parce qu'il y a toujours des alternances, que ce soit des coups d'État, des coups d'État qui se passent, que ce soit aussi des élections qui ne respectent pas les normes et tout ça.
Donc, on a des élus qui ne sont pas des visionnaires pour les pays. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce que vous entendez par la crise démocratique et comment est-ce qu'elle se manifeste de manière concrète et en quoi est-ce que cela est lié justement au rétat que vous avez signé par rapport à l'Afrique? La crise démocratique, c'est le fait de ne pas être en phase avec les aspirations de la démocratie. Et en fait, la démocratie, on a toujours eu le problème avec ce concept-là. Il y a Jacques Rancière qui parle de la haine de la démocratie dans un de ses ouvrages. Mais en fait, ce n'est pas une haine de la démocratie qui doit justifier qu'on rejette la démocratie. Parce que la démocratie, depuis la Grèce antique, est un pouvoir donné au peuple. Parce qu'en réalité, on dit vox populi, vox dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas encore seulement ça. Parce que la démocratie va au-delà du pouvoir du peuple. La démocratie, c'est aussi la capacité d'avoir une bonne gouvernance au niveau de ceux à qui le peuple donne ce pouvoir-là. C'est aussi la capacité de pouvoir créer une répartition équitable des ressources, des biens que le pays peut avoir. On voit ça en Europe. Hein. On a même toujours un service social qui est là, même si les gens ne sont pas assez riches, mais au moins chacun peut vivre décemment. Il faut des travaux décents, il faut avoir les moyens de vivre décemment. Et c'est ça, en fait, la démocratie. La démocratie, c'est non seulement le pouvoir du peuple, mais c'est aussi la capacité de créer des conditions de bonne gouvernance et aussi créer des conditions où les peuples peuvent vivre de manière décente. Revenir justement à ce que vous avez, la crise de la démocratie que vous avez énumérée dès le départ, et vous mettiez en perspective la question du capitalocène, de l'Homo economicus, et puis la situation de l'Afrique qui est un peu marginalisée. Comment est-ce qu'on peut expliquer la situation du fait que l'Afrique, malgré toutes ses richesses, est aujourd'hui en marge justement de l'évolution justement de ce monde? L'explication qu'on peut donner à cela, c'est que les richesses de l'Afrique ont toujours été objet d'un regard porté par un monde extérieur. Pour dire pourquoi l'Afrique aussi se retrouve dans cette position, c'est que l'Afrique n'a pas pu, elle aussi, se développer à partir de de sa propre perspective, de ses propres ressources ou de sa propre imagination ou de ses propres imaginaires. L'Afrique a laissé depuis longtemps ce qu'on appelait la course vers l'Afrique. Et c'est ça qui va envoyer la colonisation. Et la colonisation vient d'une histoire lointaine qui était des expéditions d'abord, donc des expéditions exploratives qui étaient souvent motivées par des questions de curiosité scientifique, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, on nous a enseigné cela. On a dit qu'il y avait la curiosité scientifique. Mais c'était au-delà de cela aussi, les ressources qu'on découvrait dans ces pays-là, qu'on essayait de recenser et de revenir dans les métropoles et pour convaincre l'élite à aller vers ces richesses. Donc, c'est vraiment le capitalocène depuis avant la colonisation. Là, maintenant, on va venir sur des cas pratiques. Oui? Donc là, on a fait le tour. On a essayé de voir un peu comment le capitalisme, le besoin d'appropriation des ressources a poussé justement les gens vers la conquête de l'Afrique. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez justement élaborer de manière beaucoup plus spécifique pour nos camarades qui ne sont peut-être pas en Afrique, qui n'y ont jamais été, avec des cas précis où vous pouvez faire sortir un peu justement l'élément, le point que vous abordez de manière beaucoup plus spécifique? Oui, tout à fait. Si on prend le cas de l'Afrique et surtout le cas du Sahel, on a l'impression que les guerres qui nous sont imposées, les guerres qui se sont passées, qui se produisent en Afrique, ce sont des guerres qui sont en général orientées vers les ressources. Voilà, qui au début on a parlé de guerre entre interethniques et tout, et les conflits interethniques, on en a eu. Et il y a toujours aussi des velléités dans ce cadre-là. On ne peut pas l'occulter. Mais il y a quand même aussi le fait de prendre et de vouloir prendre des territoires juste parce qu'on veut les ressources de ces territoires-là. Et quand on prend actuellement le cas du Sahel, c'est qu'on a eu
des partenaires qui étaient là juste parce que, voilà, il y a des avantages. Et maintenant, il y a aussi des nouveaux partenaires qui viennent. Il y a des nouveaux partenaires qui viennent comme la Turquie, comme l'Iran et comme la Russie, qui eux aussi ne viennent pas juste parce que ils aiment les beaux yeux des Africains, mais qui viennent aussi parce que ils ont aussi un intérêt à avoir. Et c'est ça aussi le capitalocène ou le mot économicus. Ils viennent avec peut-être des drones, qui viennent avec des avions de guerre, qui viennent avec des armes. Et actuellement, c'est le beau-fils de Erdogan qui est critiqué, très critiqué en Turquie, qui est le livret des drones, des armes. Et les Turcs même qui sont à l'Occident ici, ils le disent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que ce qu'on est en train de vivre, c'est une forme de néocolonialisme. Mais nous qui sommes en Afrique, qui sommes assis en Afrique, on ne comprend pas. Pour dire que, quel que soit, quel que soit le pays, quelle que soit la situation que le pays traverse, on a toujours quelqu'un qui va venir, un partenaire qui va venir, juste pour se faire des profits, voilà, juste pour vendre. Et ça a été toujours comme ça dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire de l'Afrique et son rapport avec l'Occident, en fait. Voilà. C'est clair que dans l'histoire des relations internationales, ce sont les intérêts qui priment. Donc, ça revient également à votre idée de l'homo economicus et que naturellement, chacun entre justement dans cette lutte justement pour maximiser justement leurs intérêts, leurs profits, comme vous l'avez dit, selon le mot economicus. Et c'est clair que cette situation, l'Afrique se retrouve à l'intérieur puisque l'Afrique a d'un côté, comme vous l'avez dit, les Occidentaux avec qui ils trouvent que bon, la relation n'est pas sincère, mais d'un côté également, ils ont les Russes, de nouveaux partenaires qui rentrent, que vous expliquez que ces nouveaux partenaires sont également des exploitants, des capitalistes également qui poursuivent leurs intérêts. Donc, la question fondamentale, c'est de dire, dans ce contexte global de l'Afrique, et c'est pas seulement lié justement à la zone du Sahel, la question de tous les conflits en Afrique, l'Afrique s'est toujours retrouvée entre l'enclume et le marteau, entre le pire et le pire. Comment, à partir de ce point-là, on peut penser une Afrique qui arrive à être indépendante malgré ses forces géopolitiques qui veulent contrôler les ressources africaines? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Comment l'Afrique peut rêver? L'Afrique peut rêver en allant unie. Ce qu'il faut faire, c'est que l'union n'est pas forcément structurelle. L'union n'est pas forcément institutionnelle. Parce qu'on a toujours cru que l'union devait être institutionnelle. Parce que si on prend une union institutionnelle, on va rentrer dans les mêmes débats, on va rentrer dans les mêmes problèmes. On va aller créer une union africaine où le financement majeur va venir de l'Union européenne. On va créer une structure comme CEDEAO où le financement majeur va venir des structures comme le G20, par exemple. Ça veut dire que tant qu'on ne va pas être unis, mais pas dans le sens institutionnel, mais une union où le Burkinabé peut quitter facilement, aller prendre son car, aller en Côte d'Ivoire, sans beaucoup de tracasseries, ou bien où le Burkinabé peut installer son entreprise, par exemple, au Nigeria, sans beaucoup de difficultés, où le Nigérian peut le faire. Je sais que les tests existent, mais les populations, quand elles se déplacent, c'est tellement difficile. Quand on dit libre circulation, l'Afrique en général, si on va prendre l'Afrique en général, sinon si on parle des Afriques, on a vraiment une Afrique qui n'est pas unie. Mais en Afrique de l'Est, moi j'ai vu que au Kenya, par exemple, il n'y a pas de souci. Le Kenya, ils ont même donné l'accord. Le président William Ruto a donné l'accord à ce que chaque Africain puisse voyager au Kenya sans visa. Je pense que le Ghana vient de faire également... Pareil pour le Ghana aussi. Il faut qu'on commence à rentrer dans ça pour que les Africains puissent s'installer dans les autres pays facilement. En Europe, c'est le cas, quoi. En Europe, même quand tu n'es même pas européen, tu as un titre de séjour, tu peux prendre ton train et puis aller t'asseoir à Paris. Tu peux prendre ton train, tu peux aller t'asseoir à Vienne. Tu peux prendre ton train, tu peux aller t'asseoir à Barcelone. Voilà. Tu n'es même pas européen. Tu as juste ton titre de séjour, tu peux le faire. Mais en Afrique, c'est tellement difficile de le faire. Tellement difficile de le faire. Pour résumer un peu ce que vous dites pour ceux qui nous écoutent, c'est que déjà,
l'un des éléments importants pour l'Afrique vers le futur, c'est l'union. Mais la question, si quelqu'un pourrait dire, oui, mais en fait, cette question a été posée déjà dès les indépendances. On a vu le discours par rapport justement entre les différents blocs de Casablanca, de Monrovia, par rapport à justement l'Union africaine, avec Kwame Nkrumah, etc., Houphouët-Boigny dès le départ, ce qui a échoué justement, puisque la branche radicale du panafricanisme qui voulait une Afrique unie et fédérale a échoué et qu'on est passé à l'OUA, et qu'après l'OUA, on est passé aujourd'hui à l'Union africaine et à c'est clair qu'on pourrait dire que dès le départ, l'idée de l'unité, de l'union, les efforts ont été mis en place et ça continue de bloquer. Donc, si aujourd'hui on dit il faut aller à l'union, c'est clair que c'est une idée qui existe déjà. Donc, qu'est-ce qui change aujourd'hui et comment nous, de cette nouvelle génération, doit aborder la question de l'unité que vous posez là pour que justement on puisse avoir quelque chose qui, au moins, qui est différent, tu vois, ou bien qu'on puisse tenir compte justement des échecs passés, vous voyez. Pour ne pas être pessimiste, notre génération est déjà une génération qui est dans cela. Et moi, je vais parler du futur. Pourquoi dans le thème, j'ai choisi comment ils peuvent se réapproprier leur futur. Réapproprier parce que le futur avait été déjà imaginé, en fait, pour l'Afrique. Comme vous avez dit un peu, vous avez déjà dit, les gens ont déjà imaginé le futur avec l'OUA, l'UA, et voilà. Donc, il y avait ça. Il y a des tests très beaux. Il y a toujours eu ça. Maintenant, pour moi, je pense que pour l'avenir, il faudrait qu'on ouvre la voie au dialogue entre les peuples. Entre les peuples. Il faut que, au-delà des actions politiques, les textes écrits, il faudrait que les peuples même soient ensemble. Il faut que les peuples même soient, tels que la démocratie le demande, soient les acteurs même du développement. Sankara l'a dit. Il a dit que... on a demandé à Sankara quel est le défaut de l'Afrique. Et on a demandé est-ce que les Africains ont des défauts. Il a dit oui, les Africains ont des défauts. On dit quel est le plus grand défaut des Africains. Il dit que le plus grand défaut des Africains, c'est qu'on n'est pas unis. Le plus grand défaut des Africains, c'est qu'on n'est pas unis. Et aujourd'hui, nous devons être unis. Et quand je le dis avec la diaspora. On a tendance à oublier cette frange de l'Afrique qui est très, très, très importante. Même pendant les créations des mouvements qu'on va appeler la négritude, les mouvements de libération de l'Afrique ont commencé d'abord à la diaspora. Les mouvements même de l'Union africaine ont commencé avec les Marcus Garvey, ont commencé déjà avec les W.E.B. Du Bois aux États-Unis, ont commencé déjà avec les afrofuturistes. Ça a commencé il y a longtemps et ils ont imaginé un futur pour l'Afrique. Bon, avec des pôles aussi. Marcus Garvey qui lui pensait que l'Afrique pouvait, d'ailleurs, on devait prendre tous les Afro-Américains, on les déporte vers l'Afrique, et on prend tous les Blancs, on les déporte vers l'Occident. Ça, c'était vraiment la vision radicale de Marcus Garvey, qui va être raffinée au fur et à mesure avec les mouvements des Black Panthers qui, eux aussi, ou bien les mouvements de civil rights, qui, eux aussi, avaient une vision un peu... Qui se sont aussi entrechoqués, qui n'ont pas pu, Martin Luther King avec Malcolm X, qui n'ont pas pu s'entendre à la fin. Ils se sont divisés. Vous voyez comment tous ces mouvements, au sein, ils ont des bonnes visions, mais ils se sont divisés. On prend le panafricanisme, qui avait une très bonne vision avec Kwame Nkrumah, avec Julius Nyerere, mais qui n'avait pas les mêmes manières de fonctionner. Où Kwame Nkrumah avait une ouverture, Julius Nyerere, il voulait, les sociétés d'aide mutuelle qu'il a développées, c'était des sociétés qui permettaient à eux-mêmes de financer leur propre développement. Lui, il n'était pas dans les conceptions il faut attendre que les autres viennent aussi, mais lui, il voulait que les sociétés d'aide mutuelle là soient créées par eux-mêmes et qu'ils puissent s'entraider eux-mêmes et que ce soit les ressources des Tanzaniens eux-mêmes. Ce qui n'a pas été jusqu'à ce que lui aussi il quitte le pouvoir. Donc pour dire que on est toujours venu avec le pour et le contre. Vous voyez, on est toujours venu avec l'engagement et en même temps le contre-engagement. On est toujours venu avec le changement et le contre-changement, ou bien même les révolutions et les contre-révolutions. On est toujours venu avec ça et il faudrait que l'Afrique, pour se développer, tienne compte de son passé, tienne compte de son présent actuel, ses ressources, tout ce qu'elle possède, et aussi tienne compte de son avenir. Et pour son avenir, là, c'est très important, elle doit s'unir. Elle doit s'unir avec sa diaspora, parce qu'actuellement, c'est une très grande force
parce que la diaspora investit à plusieurs millions d'euros, milliards d'euros même en Afrique. Et il faut tenir compte de ça, parce que c'est pas eux aussi que beaucoup de changements peuvent, parce qu'eux, ils sont déjà proches du système européen, du système américain et tout ça. Ils connaissent les enjeux et ils connaissent aussi ce qui peut apporter un développement à l'Afrique. Et il faut les écouter aussi, pour ne pas se centrer seulement que sur ces visions. Je pense à un livre qui est très important, c'est celui de Ursula K. Le Guin, qui parle des dépossédés. Les dépossédés, c'est vraiment un livre qui est magnifique, qui montre un peu qu'un groupe qui quitte une planète qui va dans une autre planète, et cette nouvelle planète-là, c'est une planète de colons. Et on parle, je pense à la diaspora comme ça. C'est la diaspora qui quitte une planète, qui va vers une autre planète, qui est une planète de colons. Mais comment est-ce qu'elle doit se tenir? Elle doit s'adapter. Mais elle s'adapte. Quand elle finit de s'adapter, elle doit aussi penser qu'elle n'est pas de cette planète-là. Elle n'est pas de cette planète et c'est une nouvelle planète pour elle. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de retrouver sa planète à elle. Mais elle essaie d'aider cette planète-là. Elle peut repartir vers cette planète, mais elle peut aider cette planète-là. Et donc, c'est un peu cette métaphore pour montrer un peu que la diaspora n'est pas l'ennemi de l'Afrique, mais la diaspora est plutôt même le socle avec lequel l'Afrique doit penser. Pour revenir justement, et vous l'avez très bien noté, puisque l'idée même du panafricanisme, de l'unité est née au niveau de la diaspora, comme vous l'avez dit. Et même quand vous regardez les mouvements de résistance comme les RDA, mais c'est à partir justement des étudiants à partir de la France. Que ce soit la FEANF, c'est la diaspora a joué un rôle dans les luttes d'indépendance et c'est clair qu'on ne peut pas justement négliger cet aspect-là. Et même aujourd'hui, quand vous prenez le cas de la Chine, de l'Inde, par exemple, la diaspora aussi a joué un très bon, notamment dans cela. Pendant qu'on prenait la Chine, a joué sur la diaspora entrepreneur. Quand on prenait l'Inde, elle a joué sur la diaspora américaine de Silicon Valley. Donc, la Corée a joué sur la diaspora intellectuelle aux États-Unis. Donc, chacun, en fonction de son niveau de développement, a puisé dans une forme de diaspora qui permet justement d'apporter son plus. Et donc, je suis d'accord avec ce point-là. Donc, pour essayer maintenant de bouger. Donc, je vais résumer un peu vos points. Déjà, donc, on a besoin de l'unité, comme vous l'avez dit, pour les perspectives, mais une unité qui tient compte justement des erreurs du passé. Et voilà. Nous devons repositionner justement la diaspora au cœur de cette idée d'unité, puisqu'elle a été à l'origine même de cette unité, elle est à l'origine même de ces combats avec ceux qui sont là. Donc, il faut justement que la diaspora soit impliquée à l'intérieur de cela. Donc, si je résume un peu ce que vous dites. Et donc, en même temps aussi, vous estimez que le présent africain aujourd'hui est très compliqué. Donc, il va falloir justement qu'on essaie de repenser le futur, à se réapproprier ce futur-là. Mais il y a une question qui me venait quand je vous écoutais qui est très intéressante. Vous parliez justement de cette unité. Aujourd'hui, nous avons plusieurs perspectives. Au Burkina Faso, par exemple, on parle de révolution. Au niveau de l'AES, on a une autre forme de gestion qui estime que la démocratie n'est pas la meilleure forme de gestion. Et après, on a en Côte d'Ivoire qui veut impliquer une forme de démocratie, même si elle n'est pas démocratique. Puis, comment on peut réconcilier ces postures? Comment vous pensez qu'on peut réconcilier ces gens pour aller vers une forme d'unité? Bon, ça me fait penser toujours à la crise de la démocratie de Jacques Rancet, et qui pense que la démocratie n'est pas statique, elle est dynamique. Elle est dynamique parce que elle n'a pas de forme spécifique à elle-même. Elle s'adapte à des peuples, elle s'adapte à des situations, elle s'adapte à des moments. Mais il faut la défendre. Il faut la défendre. En fonction des moments, il faut la défendre en fonction des situations. Donc, il n'y a pas un seul pays actuellement, quels que soient les pays de l'AES ou les pays que vous avez cités, par exemple, le Ghana est un bon exemple, la Côte d'Ivoire, le Togo. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas encore sa constitution. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas sa constitution. Tous les pays ont leur constitution. Mais est-ce qu'on respecte cette constitution? Non. On est dans un nationalisme exacerbé qui décide de dire que quel que soit ce qu'on fait, c'est le pays qui est en train de faire, il faut suivre ça. Et on a une autre tendance qui vient, qui dit non, on a quand même une constitution, on a quand même les droits qui sont là, les libertés et tout ça qu'il faut respecter, les droits de l'homme qui sont là, il faut respecter. Donc, ces deux tendances se croisent et on ne trouve pas toujours la réconciliation de ces deux tendances. Ouais. Voilà. Ce qui est dommage parce que on a une longue histoire démocratique en Afrique. C'est qu'on oublie. C'est que même si on prend le cas de l'Afrique précoloniale,
on avait une histoire démocratique, comme on l'a dit au début, mais après encore l'Afrique post-coloniale, on a beaucoup d'histoires démocratiques. On peut bien apprendre de l'Afrique, on peut bien apprendre du Burkina Faso, on peut bien apprendre du Mali, on peut bien apprendre du Togo, on peut bien apprendre de la Côte d'Ivoire, mais il faudrait qu'on puisse ensemble aussi penser à résoudre ces crises démocratiques communes sans toutefois faire des comparaisons entre les pays pour dire qui est meilleur démocrate que l'autre ou qui est meilleur révolutionnaire que l'autre. Voilà. Parce que même pendant, que les gens ignorent, même pendant souvent pendant la révolution, et on avait souvent des tractations. On avait des gens aussi qui étaient contre la révolution de Sankara aussi, mais qui s'exprimaient et qui disaient ce qu'ils pensaient aussi. Voilà. La révolution n'est pas fermée aux idées contraires. Au contraire, elle s'enrichit des idées contraires. Mais elle ne les vole pas comme ça juste comme ça. Non. Elle peut même s'approcher de ces idées contraires et pour s'enrichir de ces idées contraires-là. Pour devenir ce qu'elle veut. C'est ce qui a détruit toutes les révolutions passées. Sankara l'a cité, moi je le reprends encore, parce qu'il disait que nous nous inspirons des autres révolutions, de leurs succès et de leurs échecs. Il parle de la Révolution française et son succès contre l'absolutisme. Et il va revenir à la Révolution haïtienne, la Première République. Il va citer ces révolutions-là pour dire qu'on s'inspire de ça, mais on s'inspire de leurs succès, on s'inspire aussi de leurs échecs. On connaît la suite. Voilà, ça n'a pas pu vraiment s'inspirer de leurs échecs. Voilà. Donc, je pense que vous avez vraiment abordé la question de manière très intéressante. On tend vers la fin. Quels sont les points clés que vous pensez sont importants qu'on doit intégrer en tant qu'Africain, en tant qu'humain, pour justement essayer de tendre vers un monde que j'espère que vous voyez comme étant un monde d'unité, un monde de paix et de joie pour tout le monde. Merci beaucoup. Je crois que ce qu'on doit retenir, c'est que pour l'avenir, il faudrait que on comprenne d'abord que la démocratie est à nous. On parle de retourner à nos valeurs, quand on parle d'endogène, un développement endogène. Quand on parle de ça, il faut qu'on comprenne aussi qu'on avait déjà notre forme démocratique et qu'on peut l'accorder avec nos valeurs et lutter pour que notre démocratie aille de l'avant, qu'on ne la défie pas. Merci beaucoup, très cher frère Gabriel Combasséré. Comme je le disais, il est doctorant en études littéraires à l'Université libre de Berlin. Aujourd'hui, nous avons essayé de discuter un peu sur la question du capitalisme, de l'homme rationnel, de la place de l'Afrique dans ce système et comment est-ce qu'on peut réfléchir le futur en tant qu'Africain. Donc, nous avons essayé de camper le décor en apportant justement des cas spécifiques d'analyse et tout. Comme nous le disons, Democrus, c'est cette plateforme. Cette plateforme veut donner la parole aux Africains, aux Européens, aux humains qui ont envie de porter un regard sur l'évolution de notre monde. Ici, notre objectif, ce n'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. Notre objectif, c'est de réfléchir. Et réfléchir, c'est d'ouvrir des portes. Dans le discours de Gabriel Combasséré, il n'a pas prétendu avoir la vérité ou détenir la vérité. Il a ouvert des portes de discussion et d'échanges pour l'amélioration justement de notre continent. Et donc, ce qui fait que s'il y a des gens qui peuvent être d'accord ou pas d'accord, c'est très intéressant. C'est ce qui fait la beauté justement du débat. C'est d'entrer en contact avec nous. On pourrait soit organiser une émission avec l'invité aujourd'hui pour des échanges et vous pouvez revenir sur des points qu'il a abordés pour lesquels vous n'êtes pas d'accord et on sera plus ou moins ouvert pour accepter tout le monde, pour repartir le débat, pour l'enrichir encore plus. Nous nous enrichirons, ceux qui nous écoutent vont s'enrichir et c'est ça l'objectif justement de cette plateforme. Réfléchissons tant qu'il est possible, tant qu'il est temps, parce que c'est pas la réflexion que nous allons établir les systèmes qu'il faut pour l'Afrique et après on peut transformer ces systèmes en des mécanismes de développement pratique sur le terrain, à des éléments d'intervention. Et c'est comme ça justement qu'on pourra laisser des traces pour nos dirigeants, pour nos populations, pour qu'on puisse avoir des repères de réflexion, des repères pour justement changer l'Afrique. Comme l'a dit notre invité, il faut qu'on puisse nous réapproprier notre futur, mais pour nous réapproprier notre futur, il faut qu'on évite les erreurs du passé et qu'on arrive à construire quelque chose de solide aujourd'hui. Donc, c'était avec notre invité Gabriel Combasséré. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et j'espère. C'est moi qui vous remercie. Pour d'autres émissions sur d'autres sujets, n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets, vous avez envie de parler avec la communauté, contactez-nous et on sera heureux de vous recevoir. C'est tout un plaisir. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs pour l'invitation.
Et je vais m'orienter vers vous une fois que j'ai encore un autre sujet à partager avec avec mes frères, avec mes sœurs. Voilà. Et puis, que les échanges apportent encore d'autres plus parce qu'on apprend toujours de l'un et de l'autre. Exactement. Merci beaucoup, mon frère.